Pis toi ta journée avec Élisane Pellerin. Bienvenue à Pis-toi ta journée, un balado qui s'intéresse aux réalités quotidiennes des personnes discriminées par la société. Aujourd'hui, on s'entretient avec Noël Champagne, psychologue à la Fondation Mira. Bonjour Noël. Allô. Comment ça va? Ça va très, très bien. Noël, on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même depuis plusieurs années. Ouais. J'ai eu 2 chiens à la Fondation Mira. J'ai un chien avec moi là en studio. Donc, on s'est connus, toi et moi, en 2012. Il y a bien longtemps. Maintenant, j'étais jeune, Noël, à l'époque. Moi aussi. Et toi, tu es à la Fondation Mira, donc depuis les débuts. Depuis les tout débuts. Tu étais donc avec Éric Saint-Pierre lorsqu'il a fondé la Fondation Mira. Oui, mais moi, je n'ai pas fondé la Fondation. C'est une pure coïncidence parce qu'à l'époque, Éric partait à la Fondation et moi, je travaillais à l'Institut Nazareth et Loubraille. Et c'est là qu'on s'est connus. Parce que lui avait besoin de l'expertise, donc, de l'Institut. Les aveugles étaient à l'Institut Nazareth et Loubraille et il avait besoin d'une nouvelle expertise qui naissait au Québec qu'on appelait l'orientation et la mobilité. Oui, qui permet donc aux personnes qui ont des difficultés visuelles de s'orienter dans l'espace. Exact. Et donc, toi, tu travailles de se déplacer avec un moyen, soit une canne blanche, un chien guide ou des aides électroniques à la mobilité. Donc, à ce moment-là, toi, tu travaillais pour eux, puis il t'a parlé du projet, puis finalement, tu as fait le saut chez Mira? C'est ça, on avait déjà, il commençait. Puis finalement, j'ai commencé à développer avec lui un programme d'orientation mobilité et pour les adultes. Oui. Puis en 90, j'ai laissé le réseau, je suis allé compléter un doctorat en psychologie et j'ai commencé à travailler avec lui sur une base partielle. Et c'est là que j'ai développé avec Éric un programme de chien guide pour les jeunes aveugles, moins de 15 ans. Ce qui était nouveau quand même, là. On n'avait pas vu ça. Très, très nouveau, passé pour un moyen éluberlu d'attribuer un chien à des enfants. Les enfants, c'est pas responsable. Tu seras pas couvert par les assurances, j'ai tout entendu. Oui. Puis en plus, ce programme-là est à vocation internationale. Je l'ai exporté. On l'a exporté en France, en Europe et aussi aux États-Unis. Oui, vous recevez quand même chez Mira, bien qu'il y a des programmes un peu partout, vous recevez chez Mira des gens qui viennent aussi de différents pays là, pour vos services, votre expertise. Hein. Oui, au début, effectivement, on recevait des gens qui venaient de la France, mais on essayait de les rendre autonomes. Maintenant, la France a sa propre fondation, la Fondation Frédéric Gaillan, qui attribue des chiens guides à des adolescents. Oui. Puis aussi aux États-Unis, où ils sont moins autonomes. Aux États-Unis, il n'y a pas d'école, fait que ils viennent... Oui, ils viennent souvent ici. J'en ai vu quelques-uns là, pendant mes... Parce que nous, chez Mira, donc quand on a des chiens d'assistance qui nous sont attribués, on reste chez Mira pendant quelques semaines. Donc, j'en ai vu là-bas des personnes qui venaient des États-Unis pour se faire attribuer des chiens parce qu'ils n'avaient pas ce type de service-là aux États-Unis, malheureusement. Donc, effectivement, là, vous êtes quand même assez avant-gardiste et vous y étiez encore plus, évidemment, dans les années 90 où c'était moins connu. Il faut dire aussi que Mira fait des chiens là, pour personnes pour personnes aveugles ou avec des difficultés visuelles, mais fait aussi des chiens pour personnes à mobilité réduite comme moi. Et maintenant aussi, il y a des chiens pour des enfants autistes. Oui, dans les années 90, j'avais beaucoup de demandes pour des personnes qui présentaient des troubles moteurs, puis qui voulaient avoir des chiens, traction sur le fauteuil, ramasser des objets, etc. Et c'est là que j'ai développé un programme de chiens d'assistance pour les personnes à mobilité réduite. Et ça, c'est dans les années 90. Oui. Et dans les années 2000, j'ai développé un programme pour les familles dont les enfants présentent un trouble de l'autisme.
Et c'est quand même moins connu. Encore aujourd'hui, moi, je me fais souvent dire que Mira, c'est des chiens pour personnes aveugles. Puis on me prend de façon régulière pour un aveugle. Qu'est-ce qui explique le fait que ce soit moins connu selon toi, puis que les gens, même si ça fait plusieurs années que ça existe, les gens, ça leur rentre pas encore. C'est pas encore, c'est encore méconnu. Tout simplement, l'ignorance. Bonne réponse. J'aime ça. Donc, toi, ton rôle chez Mira, là, c'était vraiment de concevoir des programmes qui aidaient. Évidemment aussi, bon, tu faisais l'accompagnement. Là, donc, on sait, là, chez Mira, quand on reçoit un chien, on vit toutes sortes d'émotions. Donc, tu es sur le terrain aussi en tant que bon psychologue là, pour faire de la gestion de crise. Tu m'as probablement déjà vu pleurer quelquefois. Moi et bien d'autres. Parce que c'est quand même, c'est émotif là, comme parcours là, quand on reçoit un chien d'assistance. Oui, mais c'est ça. Mon rôle, c'est la conception des programmes, l'application des programmes, la formation des animaux, aussi parce que j'avais un peu d'expertise en ce qu'on appelle l'éthologie, qui est la science du comportement là, pour étudier le comportement des animaux. Tu avais pris ça à l'université? Oui. J'avais vu beaucoup de singes, à l'université à l'époque, on avait le droit d'avoir des animaux. Oui. Fait que je travaillais avec. C'est vrai, j'avais vu ça à une époque de ma vie, puis j'ai eu le goût d'aller étudier là-dedans. Mais c'est beaucoup d'observations, fixes. Puis moi, je suis pas quelqu'un de patiente, fait que je me suis dit peut-être que d'observer les singes pendant plusieurs heures par jour, à un moment donné, je vais me tanner. Même si j'aime bien les singes, mais effectivement, c'était quelque chose qui m'intéressait, le comportement animal. Et on en fait, évidemment, on en fait chez Mira parce que les chiens, on doit être capable de saisir le chien, de saisir sa personnalité là, pour être capable de faire les matchs. Des choses qu'on sait pas là chez Mira, c'est que les chiens sont attribués aux personnes, donc par vous, par l'équipe, en fonction des besoins et du mode de vie des personnes en situation de handicap, puis aussi de la personnalité du chien. Donc, vous faites les matchs, et je me souviens, en 2012, c'est toi qui avais fait mon entrevue pour me demander c'était quoi mes besoins, puis pour saisir mon type de personnalité, là, pour être capable de faire un bon match avec les chiens. Donc, il y a quand même de la psychologie animale, de la psychologie humaine là-dedans. Oui, beaucoup. Beaucoup, c'est important, la psychologie animale, là, sur, d'une part, la première chose que j'ai dit à Eric, on ne prend pas des chiens, on ne retrouve pas les chiens à la SPCA pour les donner à des personnes handicapées. On essaie d'avoir le meilleur élevage, comme un bon troupeau de vaches qui donne le meilleur lait. Oui. On essaie d'avoir les meilleurs animaux puis qui sont élevés avec des tempéraments. Ça fait que les chiens de Mira, on transporte un tempérament spécifique. Oui. C'est pas un chien qu'on veut sauver sa vie parce qu'il est à la SPCA ou autre. Là, d'ailleurs, je ne conseille pas à personne, même si à l'heure actuelle, il y a beaucoup de monde qui tente de faire ça. Bien, ça, c'est l'avantage dans le sens où on peut sauver un chien, mais en même temps, il y a un nombre de candidats qui sont potables dans les SPCA, malheureusement, est assez faible. Tandis que vous, vos chiens, il y a quand même une bonne partie des chiens là, qui peuvent être transformés en chiens d'assistance dans l'un des 3 programmes là, selon leur force. Oui, c'est ça. Puis même au niveau de tous les chiens, il faut qu'ils rencontrent des critères de santé importants et des critères de comportement excessivement importants, compte tenu des évaluations qu'on fait. Puis c'est ça qui donne du résultat, là. Oui, vos chiens, évidemment, sont bons, sont reconnus aussi. Hein. Mira est quand même très reconnu au Québec pour son expertise, pour ses chiens de qualité. Donc, ça, c'est un travail de longue haleine là, que vous avez commencé dans les années 70, Éric, et 90 là, pour toi. Qu'est-ce qui fait un bon match? Qu'est-ce qui fait un bon chien, un bon utilisateur? Qu'est-ce qui fait que ça clique, selon toi? Bien, c'est ça, un bon tempérament animal. Oui. Un animal qui est dénudé de... Si tu es obligé de te chicaner avec ton chien, puis que là, tu es obligé de lui demander 20 fois de s'asseoir ou
ou de rester puis qu'il n'écoute pas ou autre. Ça prend un bon animal. Est-ce que le bénéficiaire doit avoir aussi un bon tempérament? Pas un bon tempérament, mais un tempérament particulier? Oui. Il faut qu'il soit des comportements de brusques, là, puis des gens qui ont des comportements que je mettrais, entre guillemets, un peu agressifs, puis qui ont tendance à bosser, là, c'est pas idéal. J'ai été un peu militaire avec mon premier chien. Je me rappelle, j'étais jeune aussi quand j'ai eu mon premier chien. J'étais un peu militaire. J'étais un petit peu carré. Maintenant, avec mon deuxième chien, je suis beaucoup plus douce. Mais c'était pareil dans les écoles à l'époque aussi. Ça avec les oui, ben ça marche pas, hein. C'est vrai que ça marche pas. Après, mon premier chien avait un bon caractère, là. Était quand même était très caractériel, était très bon chien, mais il fallait quelqu'un qui avait un caractère aussi. On se comprenait bien, on était un peu pareil. Maintenant, mon deuxième chien est plus calme, là. J'ai pas le même type de chien. Mais effectivement, avec le temps, là, j'ai appris à me calmer aussi, hein, puis à être moins militaire, puis moins carré. Ouais, trop performant. Oui, ben voilà, j'étais un peu perfectionniste. Quand ça allait pas avec un chien, tu sais, c'est ce que Sonny m'a appris. Dans les premières années, c'est à laisser aller, à lâcher prise. Moi, quand le chien allait pas bien, toute la journée, j'étais en tabarnouche après le chien. Ouais, puis là, plus t'es en tabarnouche, moins le chien répond, et là, ça marche pas, c'est une roue qui tourne. Alors que, tu sais, Sonny m'a appris qu'elle dit, OK, bon, on a un mauvais comportement, c'est correct, on corrige, on replace, et après, on passe à autre chose. C'est ça, c'est quelque chose que j'ai appris, mais j'étais jeune à l'époque, comme je disais, donc c'est quelque chose qui, effectivement, m'a pris quelques années à apprendre. Là, j'étais quelqu'un qui voulait vraiment un chien robot, là. Et c'est un peu comme ça que la société voit aussi, dans le sens où ils pensent que les chiens d'assistance sont toujours parfaits, ce qui n'est pas le cas. Là. Des fois, les chiens ont des mauvaises journées. Hein. Des fois, les bénéficiaires ont des mauvaises journées. Fait que ça donne que des fois, on a des comportements qu'on devrait pas avoir, mais qui sortent. Et l'important, c'est qu'ils sortent pas trop souvent. Là. Exact. Donc, dans les faits, toi, quand t'es arrivé chez Mira, qu'est-ce qui t'a attiré chez Mira? Pourquoi être allé chez Mira plutôt qu'ailleurs où t'aurais pu probablement avoir un meilleur salaire, une meilleure reconnaissance? Puis, non, ça n'existait pas. Moi, quand j'ai connu Éric, parce que je travaillais déjà dans le réseau de la santé, j'étais comme conseiller clinique à l'Institut Nazareth et Loubraille. Et c'est le même que j'ai développé pendant 10 ans, le temps que j'ai travaillé à une collaboration entre l'Institut Nazareth et Loubraille et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette collaboration-là existe encore aujourd'hui. Oui, mais qu'est-ce qui t'attirait chez Mira? Moi, c'est qu'est-ce qui t'attirait? Pas nécessairement chez Mira. Ce qui m'attirait, moi, c'est vraiment les animaux. J'ai toujours été un fan des animaux. Ma vie fait en sorte que j'ai toujours eu des chiens. J'ai eu les poules, j'ai un maniaque aux poules. À un moment donné, je courais tous les encans pour m'acheter des poules. Pas juste des poules de luxe, là, mais des belles poules, là, tu sais, avec des belles collerettes. Là. C'est un peu maniaque de ça. Des dindes aussi. Puis des animaux à bœuf, j'adore ça. M'installer pour regarder des animaux à bœuf. J'adore ça. Un beau troupeau là, de vaches suisses. C'est vraiment... ou un beau troupeau d'Angus. J'adore les animaux. Même là, je marche beaucoup en forêt pour observer des perdrix, des chouettes, des animaux en général. Okay. Fait que c'est vraiment ça qui... Oui, c'est l'attirance envers les animaux. Là. Puis aussi, avec Éric, ça a cliqué. Vous êtes des bons amis. Puis on était au début d'une nouvelle connaissance. Il fallait que les gens aillent aux États-Unis pour avoir des chiens guides à l'époque. Puis c'était pas toujours très agréable parce qu'il y avait une question de langue aussi. Oui. Puis avec Éric, ça a bien fité. Puis là, il y avait plusieurs personnes qui voulaient partir à une école de chiens guides. Fait que j'ai eu comme...
à décider. Puis avec Eric, les choses se sont alignées là, pour que tu puisses le faire. Une belle relation. Puis c'était vraiment, je trouvais ça fascinant. T'as essayé avec des vaches, mais ça rentrait pas dans une voiture. Fait que J'ai essayé avec on va le faire avec des chiens. J'ai essayé avec des cochons, mais ça marche pas. Ils patinent sur le terrazzo. Non, c'est vrai. Les chiens, déjà, ont de la difficulté sur le terrazzo, fait que j'imagine pas un cochon, mais c'est vrai. Moi, j'ai eu l'idée à un moment de faire un cochon d'assistance. D'entraîner un cochon d'assistance. C'est bien la mode. Les cochons de ce temps-là, fait que je me disais, c'est peut-être quelque chose à développer. On devrait peut-être s'appeler après émission. Noël, j'ai peut-être quelque chose. Noël, tu es chercheur aussi en psychologie, puis le fait que tu sois chercheur puis que tu aies une certaine expérience, ça t'a emmené donc à faire des recherches d'abord avec les enfants aveugles. Par la suite, donc, tu as développé un programme pour les enfants atteints d'autisme pour qu'ils aient des chiens. Ça aussi, c'était assez avant-gardiste quand tu as commencé ça. Moi, c'est une obsession pour moi, la recherche. C'est comme fondamental à mon travail. Et le chien guide pour les enfants, j'ai développé un programme de recherche où j'ai comparé des enfants âgés de 5 à 7 ans, des groupes d'enfants aveugles et des groupes d'enfants voyants de différents âges, 7 et 9 ans, 9 ans et 10 ans, puis un petit peu plus vieux de 12 à 15 ans. Et même chose pour les personnes en mobilité restreinte. J'ai commencé à développer, voir si ça améliorait les conditions de vie des personnes en fauteuil. J'ai mis sur pied des programmes de recherche que les gens ne sont pas au courant, en ergothérapie, en physiothérapie. Tu voulais voir, en fait, si le chien avait un impact donc sur la qualité de vie. La qualité de vie des personnes, s'il pouvait améliorer. Et finalement, les derniers programmes de recherche, c'est auprès des familles d'enfants autistes. Et tu as donc développé tout un programme là, pour les enfants autistes qui peuvent avoir un chien d'assistance qui les accompagne, et ça réduit l'anxiété des enfants. Ouais. Et donc, ça améliore le comportement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en profondeur? Oui, c'est pas apparent, l'autisme. C'est pas écrit dans le front comme quelqu'un qui va être aveugle ou qui va présenter un trouble moteur. C'est plus apparent. Oui. Tandis qu'avec l'autisme, je connaissais déjà l'autisme pour avoir travaillé avec des gens qui est un domaine très complexe, mais ça faisait plusieurs années que je n'étais pas intervenu auprès de familles d'enfants autistes. Puis la signification a changé beaucoup. Avant, on parlait, au tout début, quand j'ai commencé ces recherches-là, on parlait de troubles envahissants du développement. Oui, je me souviens de ça. Fait que là, ça s'est ciblé vers l'autisme. Et le premier critère, je cherchais aussi, j'étais en collaboration avec un chercheur aveugle, Robert Viau, était docteur en neuropsychologie, il travaillait avec moi, puis ça l'intéressait. Fait que la première affaire qu'on a faite, c'est d'aller voir comment on pourrait améliorer la vie des enfants qui présentent des troubles de l'autisme. Et l'anxiété nous est apparue parce que des troubles de comportement très importants, des crises inutiles, des problèmes de sommeil. Et là, on voulait la mesure objective. Oui. Fait qu'on est allé chercher, plutôt que d'avoir des questionnaires ou des choses du genre, on est allé chercher de la salive dans la bouche des enfants et des parents pour y extraire du cortisol, qui est l'hormone de l'anxiété et du stress chez l'humain. Donc, tu pouvais voir l'augmentation du stress à travers la salive de ces personnes-là? C'est ça, ou une réduction importante
découvrir que beaucoup de monde, l'anxiété, c'est un monde. Oui. Puis on a fait de la recherche aussi avec des très bons chercheurs, comme avec Sonia Lupien, qui a participé à la première recherche avec nous autres, et par la suite avec Stéphanie Fecteau aussi, qui a participé, et les chercheurs pour faire les analyses de cortisol avec Frédéric Picard à l'Université Laval, où on en faisait des petites... des petites fioles, là, oui. De la salive, des échantillons le matin, le midi, le soir. Fait que ça en faisait de la salive. Ça en faisait de la salive à analyser. Mais au bout de la ligne, donc, vous avez trouvé que le chien réduit considérablement le niveau de stress chez l'enfant, mais aussi chez la famille, parce que les crises, le fait de pas dormir quand l'enfant ne dort pas, quand l'enfant donc est stressé, se désorganise, évidemment, ça impacte l'entièreté de la famille. Exact. C'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, on parle de la famille. Important parce qu'il y a un impact majeur sur la famille. Les comportements, que ce soit on vient de publier une nouvelle recherche aussi juste dans les interactions avec les enfants. Moins de directives. On parlait des comportements militaires là, tantôt là, par rapport à l'animal. Et il y a des gens dans leurs habitudes de vie par rapport à leurs enfants aussi changent. Ça change. Les interactions, beaucoup plus de rire, beaucoup plus de joie de vivre. Oui, là, à cause de la présence du chien. Après, avec la présence. Qui vient comme apaiser quelque chose. Oui. Puis des impacts là aussi. On parle sur la réduction du stress chez l'enfant, mais aussi chez les parents. Principalement chez les mères, parce que nous... Oui, les mères ont une charge mentale excessive. Là, c'est quelque chose qui est connu. C'est souvent, malheureusement, la mère qui se lève la nuit quand le petit ne dort pas. C'est elle qui gère les rendez-vous aussi souvent. Donc, effectivement, la charge mentale est plus élevée là, chez la maman, d'autant plus chez les enfants qui ont des besoins particuliers. C'est quoi le plus beau témoignage que tu as reçu, un témoignage qui t'a particulièrement touché de la part des familles ou de la part d'enfants autistes? J'ai un témoignage sur un enfant où on a attribué son chien. Il était à l'Institut Albert Prévost, 12 ans. Les états de crise, les états d'anxiété médicamentés, puis la présence d'animal, il y a un effet assez surprenant sur le sommeil, la réduction vraiment des comportements de crise et on a pu, avec Victor, là, c'était incroyable là, de voir l'effet de la paix. Mais là, à un moment donné, son chien est mort. Oh, oui. Puis là, on a eu tout un retour. Oui. C'est le cas de dire le retour de tous les comportements. Fait qu'on s'est dépêché pour y attribuer un autre chien pour rétablir comme tout le mécanisme physiologique qui rentre en ligne de compte. Et il a réussi à s'attacher au deuxième chien autant qu'au premier. Facilement, c'est comme on n'était pas capable de rien faire. Parce que moi, je me souviens que le changement de chien a été difficile pour moi de m'attacher au deuxième comme au premier. D'ailleurs, je suis toujours pas aussi, je l'adore, là, entendons-nous, mais je suis toujours pas aussi attachée au deuxième qu'au premier. Mais chez les enfants autistes, vous voyez pas ce type de problème d'attachement-là. Vous le voyez aussi. Mais ça dépend. Mais il faut que ce soit là, présentement, ou en termes de structure de programme, il y a des intervenants qui accompagnent. Oui. À l'époque, j'étais seul, fait que l'accompagnement était peut-être pas... Maintenant, il y a des psychoéducatrices, il y a des intervenants qui accompagnent qu'on va accompagner pour faire les transferts de chiens. Et maintenant, même dans les kiosques d'attribution, là, il y a des intervenants. Là, ce qu'on n'avait pas, nous, à l'époque, c'est nouveau, ça. C'est nouveau, ça. C'est des intervenants qui prennent un peu le rôle d'aider les entraîneurs. Les entraîneurs ont beau connaître le chien, mais les humains... oui, ben voilà, ils sont pas spécialisés dans les comportements humains, puis dans le deuil, puis dans tout ça. Même si des fois,
il pourrait se prendre pour des psychologues ou des... Ben, des fois, ils essayaient de gérer comme ils pouvaient, là, mais je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça emmène des grandes émotions, même chez les personnes qui ne sont pas autistes. Il y a quand même là, chez Mira des moments de crise où on se désorganise, où on pleure, où on trouve difficile. Des fois, bon, avec le premier chien qu'on nous a attribué, ça fonctionne pas non plus. On rechange de chien. Donc, c'est toutes des épreuves. Puis, c'est quand même demandant là, chez Mira. Là, on fait de l'entraînement tous les jours, plusieurs heures par jour, du matin au soir. Donc, ça peut être très demandant. Donc, effectivement, il y a des périodes où on a des difficultés là, de façon au niveau de la gestion émotive. Là. Les entraîneurs faisaient bien ce qu'ils pouvaient, mais parfois, évidemment, c'était pas suffisant. Puis bon, là, tout un aspect de vivre ensemble. Hein? On est un groupe où on est ensemble 3 semaines. Donc, des fois, il y a des personnalités qui sont décidantes là, où ça devient difficile. Donc, effectivement, le fait d'avoir des gens qui sont formés à gérer ce type de situation-là, j'imagine que ça fait une bonne différence. Et évidemment, pour les enfants autistes, d'autant plus, parce qu'ils ont des besoins particuliers. Il faut bien connaître ce qu'est un enfant autiste puis comment fonctionne son cerveau. Mais au niveau de la déficience motrice puis pour les aveugles, c'est pareil. Là. Les entraîneurs, des fois, c'est comme s'ils sont davantage comme s'ils coachaient un club de hockey. Mais c'est pas un club de hockey, go, puis là, ça envoie... Va au-delà de ton confort, etc. C'est pas ça, là. Oui. On est en présence de personnes qui ont des réalités physiques réelles, puis c'est pas en le poussant, comme on dit, dans le derrière. Quand tu présentes un trouble moteur... oui, c'est fatigant. Fatigant, c'est exigeant. Fait que c'est cette mesure-là qu'on vient un petit peu... pallier. Là, puis on dort pas toujours bien non plus parce qu'on n'est pas chez nous, là. Bien que c'est très bien fait, là, chez Mira, on a nos chambres individuelles et tout. C'est très confortable comme endroit, mais bien sûr, on n'est pas chez nous. On a un nouveau chien à côté de nous à gérer. Des fois, bon, les horaires de pipi sont pas exactement les mêmes que les nôtres, donc c'est tout ça aussi à gérer là-bas, là. Donc, effectivement, des fois, on a quelques nuits un peu courtes, puis ça peut nous emmener à être un peu impatients le lendemain matin. Ouais, mais aussi pour les entraîneurs, la connaissance des personnes, un trouble moteur, tu sais, des ataxies puis des dystrophies. Moi, je connaissais pas ça, mais c'est des troubles drôlement importants, comme des paralysies. Pas évident, là, tu sais, de toutes les capacités physiques. Il faut adapter les chiens à ces réalités-là aussi. Exact. Parce que, bon, le chien doit pallier, donc parfois, tu sais, j'imagine que vous voyez des gens qui ont des réalités particulières que vous n'avez pas vues souvent ou que vous avez jamais vues, puis il faut, à ce moment-là, trouver une façon d'adapter le chien pour être capable de répondre aux besoins. Entre autres, je me souviens, là, dans les cas particuliers que vous avez eu des gens qui étaient à la fois aveugles et qui présentaient un trouble moteur. Oui, un trouble moteur ou... tu sais, sourd et aveugle aussi. Oui, je me souviens de ça. C'est des réalités, mais exactes. Quand il y a des gens qui sont en fauteuil, puis qui sont cécitaires, sont aveugles. Donc, à ce moment-là, il faut adapter le chien à ces besoins-là. En même temps, bon, évidemment, respecter le rythme du chien, respecter le rythme de la personne, mais trouver une façon d'aider ces gens-là au mieux. Et, tu sais, Mira est une des seules fondations qui fait ça, en fait, là, parce que, forcément, ça demande quand même une recherche puis des tentatives, des essais-erreurs là, pour trouver une façon que le chien soit capable de fonctionner, puis toute la relation entre le chien et la personne est différente aussi. Hein. Exact. Noël, tu travailles aussi donc au niveau de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Pour expliquer là, simplement, en fait, là, quand on vit une situation de discrimination, c'est vers la Commission qu'on se tourne. Donc, la Commission va représenter une personne qui vit une situation de discrimination devant les tribunaux. Aussi, on offre des médiations entre les parties pour essayer de trouver un règlement. Et malheureusement, les personnes qui sont bénéficiaires de chiens d'assistance, on vit quand même de façon
on vit souvent des périodes de discrimination. Je fais souvent discriminer à cause du chien ou à cause du handicap. Là. Parfois, il y a deux. Donc, tu es celui chez Mira qui est dédié au fait d'accompagner les personnes en situation de handicap dans tout le processus judiciaire qui entoure là, la plainte par rapport à une discrimination. Exact. Pour moi, c'est fondamental. C'est lié à ma pratique de psychologue. Oui. Je suis comme on dit, un psychologue communautaire. Fait que si je te donne un chien, c'est pour sortir. C'est pas pour rester dans la maison chez vous. Puis que le chien te serve de pouf pour mettre tes pieds quand tu regardes la télévision. Moi, j'ai mis en dessous. C'est plus chaud. Ouais. Mais c'est pour avoir accès à n'importe quel environnement. Et ça, c'est une défense de droit. Oui. Ça m'apparaît important. Déjà, les gens qui présentent des situations de handicap sans chien, il y a déjà beaucoup de discrimination. Oui. Énormément. Les personnes en situation de handicap sont ceux qui sont le plus discriminés. On parle donc de la Commission des droits de la personne, donc qui défend tous les types de discrimination, donc que ce soit une personne qui a été discriminée à cause de sa provenance, du fait qu'elle soit d'une autre ethnie ou d'une autre couleur de peau, que ce soit une personne qui est discriminée par rapport à son orientation sexuelle ou de genre, que ce soit aussi, les personnes en situation de handicap. La Commission défend tout ça par rapport à la Charte des droits et libertés du Québec qui, évidemment, dit que les discriminations sont illégales. Donc, on peut pas discriminer quelqu'un sur la base du handicap ou d'autres bases, entre autres de sa position sociale, du fait qu'elle vienne d'un autre endroit, qu'elle ait une peau de couleur différente. Je l'ai dit tout à l'heure aussi au niveau de son orientation sexuelle ou de genre. Donc, tout ça, c'est dans la Charte des droits et libertés, et la Commission des droits de la personne est celle qui s'occupe de défendre ça. Et les personnes en situation de handicap sont largement les personnes les plus discriminées dans la société québécoise. J'ai vu les chiffres dernièrement. On parle de plus de 50% des plaintes qui sont faites par des personnes en situation de handicap. Et pourtant, le Québec est reconnu comme étant un endroit inclusif pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que pour toi, on est si inclusif que ça? Est-ce qu'il y a encore du travail à faire au niveau de l'inclusion? Il y a tout un chapitre que je dirais que tu n'as pas mentionné parce qu'il y a des nouvelles réalités, que ce soit au niveau de l'orientation sexuelle et autres. Là. Oui. Mais moi, ce que j'ai vécu avec des mères, c'est souvent le plus gros, ce qui discrimine le plus, c'est la religion. Ah, oui. Il y a des mères qui mettent des enfants au monde, puis s'ils est handicapé, c'est parce qu'elle était en état de péché. Oui. Donc, c'est vraiment... toute une autre réalité qui fait en sorte qu'il y a une discrimination à l'égard des femmes. Oui, c'est vrai, j'ai pas mentionné ça. Est-ce qu'on voit ça encore beaucoup au Québec, Noël? Non, mais moi, au début, je voyais ça fréquemment, mais c'est souvent encore des religions qui ont des espèces de préjugés à l'égard des animaux. Il y en a plusieurs. C'est surprenant, là. Puis même la plus connue au Québec, jadis, un chien s'était attaché après la grange. Oui. Ça rentrait pas dans la maison, puis c'était même dans le petit catchis. C'est pas... mais encore aujourd'hui, il y a certaines religions, fréquenter un chien ou voir un chien, tu te retrouves dans, je sais plus c'est quoi ça, moi, un état de péché, là, mais ça a l'air que tu te retrouves dans un état qui fait en sorte que tu n'as pas le droit d'être en relation avec un animal. Donc, à ce moment-là, effectivement, les personnes qui ont des chiens d'assistance se font refuser en droit certains... pas refuser en droit, mais plutôt refuser l'accès à certains endroits publics. Que ce soit d'un restaurant, de la location de logement ou autre, ils sont refusés parce qu'ils utilisent un animal. Et c'est là qui intervient au Québec depuis les années 70. On a une commission qui nous permet
on a mis sur pied une des belles chartes sur les droits de la personne qui nous permet d'essayer d'éliminer le plus de discrimination. Mais il y en a encore. Oui, il y en a encore, bien sûr. Je le disais particulièrement en lien avec le handicap, parce que évidemment les chiens peuvent déranger. Là, certaines personnes ne veulent pas avoir ce type ne veulent pas avoir d'animal à l'intérieur, même si évidemment c'est illégal. Hein. Quand on a un chien d'assistance qui a été dressé, qui nous a été attribué, on a le droit d'aller dans les restaurants, on a le droit de louer un appartement, même si les chiens ne sont pas acceptés dans l'appartement. Le chien d'assistance, lui, a des droits particuliers puisqu'il aide à pallier un handicap. Par contre, là, c'est pas quelque chose qui est reconnu toujours et les personnes en situation de handicap avec des chiens d'assistance se font refuser de façon fréquente dans les endroits publics. Ça m'est arrivé moi-même à 2 reprises. Là, j'ai eu à aller à la commission à 2 reprises avec toi d'ailleurs pour faire valoir mes droits, et à ce moment-là, on peut avoir réparation par rapport à ce que à la faute qui a été commise. On fait aussi l'éducation, bien sûr. Là, je pense qu'une personne de travail, c'est d'éduquer les gens par rapport aux droits des personnes en situation de handicap. Donc, toi, tu es vraiment là pour assister la personne dans des procédures judiciaires qui sont longues, qui peuvent être éprouvantes. Donc, toi, t'es vraiment là dans l'optique d'être en soutien, d'être en support. Exact. Moi, ce que j'appelle dans mon jargon en accompagnement. Oui. C'est vraiment une façon de... Parce que c'est pas les gens, c'est souvent les autres qu'il faut qu'ils décident aussi. Mais souvent, pour de multiples raisons, c'est pas évident que d'aller te confronter à... Fait qu'il aime mieux régler ça. Ils vont tenter de régler ça différemment. Et je les accompagne là-dedans. Mais le premier mécanisme, c'est de se placer dans une relation de médiation. Oui. Quand on porte une plainte à la commission, la première démarche, c'est une démarche de médiation. Et c'est là qu'on tente de régler. Sinon, si ça ne marche pas, on va aller dans les tribunaux. Oui, on va devant donc les tribunaux, et ça, c'est tout c'est tout un combat, en fait. Hein? C'est vraiment une procédure qui prend plusieurs années. Moi, jusqu'aux tribunaux, là, à l'époque, ça m'avait pris 4 ans. C'est à peu près ce qu'on voit, des fois plus que ça même. J'ai du 5 ans qui sont en attente de gens avant de... Le système judiciaire est lent. Le système judiciaire est lent, ça prend évidemment des ressources, puis on les a pas toujours, donc effectivement, c'est un long processus qui peut être là, très émotif. C'est quoi les cas les plus surprenants là, que tu as vus au cours de ta carrière au niveau de la discrimination? Il y a quelque chose qui t'a surpris, que tu pensais pas que ça pouvait arriver, puis que c'est arrivé? Là. Il y a plusieurs. Une qui me vient à l'idée comme ça, là, c'est un jour, il y a un père qui travaille comme mécanicien dans une entreprise, puis il a parlé à son patron pour voir s'il pouvait amener le chien parce que le parent a un droit aussi fondamental de se déplacer seul avec l'animal, même si l'enfant n'est pas là. Dans le cas des enfants qui Dans ont le cas autistes. des enfants autistes. Fait que a perdu sa job, il l'a congédié sur le champ. Parce qu'il a demandé... Parce qu'il a demandé. Oh! Demander le congédier sur le champ. Ça il avait même pas amené le chien encore, là. Il avait même pas amené le chien, juste demandé. Là. Ça, c'est quand même, hein? Puis ça a été loin, là, puis ça a coûté cher aux propriétaires de l'entreprise. Parce que la plupart du temps, on arrive à obtenir justice, là, parce que les lois sont claires quand même. Là. C'est de la discrimination, évidemment. Et c'est assez clair. Et on a quand même de la jurisprudence à ce niveau-là au tribunal. Donc, généralement, on a gain de cause. Par contre, c'est ça, c'est un processus qui est extrêmement long. On peut avoir un dédommagement monétaire, entre autres choses, là, pour le préjudice subi, mais forcément,
Il y a aussi toute une question émotive là, qui ne peut pas être monnayée. Il y a des gens qui ont, c'est ça, qui vivent beaucoup d'émotions par rapport au fait de cette discrimination-là. Puis ça se monnaie difficilement. Là. Il y a des choses qu'on peut pas réparer. Au-delà habituellement, ça se règle en termes d'argent. Oui. Parce que je ne retournerai pas d'un restaurant, quelqu'un qui m'a refusé, que le dire, je ne retrouve pas qui crache dans ma soupe. Là. Non, ben c'est ça, on évite évidemment ces endroits-là par la suite. J'ai un très bel exemple. Là, oui. Où ça coûte une fortune. J'ai 2 parents quasiment en même temps. Chez un orthodontiste. Oh! Plan de traitement pour refaire un petit peu la bouche des enfants. Puis la secrétaire refuse à cause de la présence d'animal, puis 12 012 raisons pour des questions d'hygiène, puis... oui, j'ai entendu celle-là. Ouais. Puis c'est l'orthodontiste qui est venu en médiation, et là, il a payé les plans de traitement. Il a fait une gratuité plutôt qu'une compensation monétaire, là, il a offert... D'autant plus que les personnes autistes, c'est stressant là, quand même un dentiste, là, donc tu as d'autant plus besoin de ton chien. Mais en tous les cas, de toute façon, comme je le disais, peu importe tes endroits, tu as le droit d'avoir ton chien d'assistance, puis même si tu n'en as pas besoin, parce que souvent, moi, ce qu'on me dit souvent, puis je suis sûr que tu as entendu beaucoup, c'est nous, on va vous aider. Donc, vous n'avez pas besoin, vous avez pas besoin de votre chien, puisque nous, on vous offre de l'assistance. Mais même quand je n'ai pas besoin du chien parce que je peux avoir un autre type d'assistance, le chien restera pas dans la voiture là, à m'attendre pendant 2 heures dans le parking. C'est pas quelque chose évidemment qu'on fait avec les chiens d'assistance. C'est dangereux de laisser un chien dans une voiture. Donc moi je me souviens entre autres quand je voyage, on me dit oui mais dans l'avion on peut nous vous offrir de l'assistance. Et là moi je réponds oui mais je peux pas laisser un chien sur un poteau à l'aéroport de Montréal puis revenir en 2 semaines pour reprendre mon chien. J'ai besoin du chien quand je vais arriver sur place à ma destination. Je vais avoir besoin du chien pendant mon voyage. Et donc, même si j'en ai pas besoin dans l'aéroport ou dans l'avion en tant que tel, parce que dans l'avion on reste assis, j'ai besoin du chien puis j'ai besoin qu'il me suive. Là. Mais la simple présence de l'animal a un effet physiologique. Oui. Ça, on a réussi à démontrer ça. Ça fait que même s'il n'y a pas d'utilisation, le fait, c'est beaucoup plus facile pour un dentiste de passer un examen à un enfant quand le chien est tout près sur un couche-reste. Il n'est pas en train de lui nuire. Non, il n'est pas en train de licher l'instrument. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, c'est facilitant pour le dentiste. Y compris pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité physique. Donc, moi, j'ai pas de problème de comportement, puis je suis pas neuro-atypique, mais le chien me calme et je vis des situations stressantes parce que je sais, par exemple, qu'à l'aéroport, je vais avoir à faire valoir mes droits. En tant que personne en situation de handicap, là, même si on enlève le chien, toute la question du fauteuil roulant, entre autres, la question de l'accompagnement, bon, tout ça, je sais que ça va être difficile, je sais que je vais devoir m'obstiner longtemps. Et donc, le fait que j'ai un chien à côté de moi me calme, parce que pour nous, même une virée à l'épicerie là, peut devenir un combat, parce que c'est pas bien adapté, parce qu'il y a des gens qui vont passer des commentaires, parfois, bon, voilà, donc, en tous les cas, dans notre vie au quotidien, notre vie peut être un peu plus difficile ou avoir plus de stress que la personne normale. Donc, la présence du chien calme, même pour des gens qui sont pas autistes. Là. Exact. Il y a un effet physiologique et c'est ça qu'on a démontré avec la mesure du cortisol. Il y a une réduction. La présence d'animal vient réduire. Il y a un phénomène physiologique qui se passe qui réduit l'anxiété chez l'humain. J'en ai clairement besoin, mais psychologiquement,
Entre autres, tu sais, on a aussi le regard des autres là, qui est sur nous sans arrêt. Hein, quand on a une situation d'handicap qui est visible, moi, les gens à l'épicerie se tournent là, pour me regarder. Donc, c'est pas parce que t'as pas un coup. Ben je pense que c'est parce que j'ai des beaux yeux. Mais c'est encore quelque chose qui est pas prouvé scientifiquement à Noël. Mais effectivement, donc Noël, ce que tu disais en fait, c'est que ma façon de marcher, ma démarche là, fait penser à quelqu'un qui aurait été en état d'alcool. Et croyez ou non, là, il y a eu quelques situations dans mon cas à moi, mais dans d'autres cas aussi de d'autres bénéficiaires de Mira, où les gens ont pensé qu'on était en état d'ébriété. Ils nous ont refusé l'accès à des endroits publics en pensant qu'on était en état d'ébriété. Moi, dans mon cas, ça a été un hôtel à Montréal où on m'a refusé accès. C'est quand même drôle dans le cas d'un hôtel. Puis il y a des gens là, qui ont des problèmes avec la police, entre autres, parce qu'on les croyait en situation d'ébriété là, sur les voies publiques, alors que c'était notre façon de marcher normale. Là. Donc ça, on attend ça quelquefois quand même. Là. C'est encore pire à 3 heures du matin. Oui, à 3 heures du matin. Oui. Une taxi de Frédéric, puis tu te déambules, là, c'est sûr que t'es pacté bien dur. C'est sûr que tu te fais arrêter, puis des fois même, malheureusement, par la police. Puis il faut, moi, je me souviens que j'ai dû expliquer ma situation, dire non, écoutez, je suis pas en état d'ébriété, je suis en situation de handicap. Moi, c'était au volant de ma voiture, donc j'étais quand le policier a fait un contrôle, il a vu ma façon de parler, donc voulait me mettre en état d'arrestation, et donc il a fallu que j'explique, et là, plus tu essaies d'expliquer, moins il te croit, là, on dirait. Oui, ça a été, j'ai fini dans un poste de police où ma maman a dû expliquer. Ma maman a été appelée, a dû se présenter sur place et a dû expliquer qu'effectivement je n'étais pas en état d'ébriété. Et je me souviens, c'est paniquant, c'est pas agréable du tout. Moi, ça m'a fait une crise de panique en me disant que j'allais me retrouver en prison. Et c'est pas des émotions. Oui, je sais, Noël me regarde en disant tu te retrouveras pas en prison. Je t'aurais appelé avant de me rendre en prison. Mais sur le coup, c'est paniquant. Hein? Sur le coup, c'est paniquant. Moi, je suis une personne anxieuse. Donc là, tu paniques, plus t'as l'air suspecte. Et là, moins ils comprennent pourquoi t'es en train de paniquer. Et là, moi, je me souviens, j'avais 4 chars de police qui étaient là. Littéralement 4 chars de police, donc pour venir le prendre, j'ai fini dans un poste et je terminais d'enseigner à l'université. J'avais absolument rien pris, mais quelqu'un qui m'avait vu probablement entrer dans ma voiture avait appelé la police pour dire que j'étais en état d'ébriété et j'avais été intercepté. Donc c'est des émotions qui sont pas agréables là, de se faire de vivre ce genre de choses-là. Je le disais tout à l'heure, hein, c'est monnayable dans le sens où on obtient réparation, mais il y a des choses qui s'effacent pas après. Hein. Il y a des blessures qui restent au niveau de ton estime de toi, qui restent là, hein, qui peuvent faire beaucoup de dommages. J'ai vu même les parents d'enfants autistes, t'en vas faire ton épicerie, puis là, ton enfant te fait une crise. Oui. Pas élever votre enfant. Oui. Commencez à se faire engueuler parce que vous n'êtes pas capable de l'élever, votre enfant. Faites ci, faites ça, puis lorsque c'est un enfant qui a des besoins particuliers, puis quand même les meilleurs parents au monde, à un moment, l'enfant se désorganise, puis des fois, il n'y a rien à faire. Hein. Des fois, tu attends que ça passe. Malheureusement, plus tu essaies de contrôler l'enfant, moins ça fonctionne. Et là, je suis pas psychologue à Noël, là, mais parfois, malheureusement, faut attendre que ça passe, faut calmer le jeu. Mais effectivement, les gens ont quand même des drôles de commentaires. Moi aussi, évidemment, j'ai des commentaires. Les miens sont quand même plus drôles, là, généralement. J'ai quand même des commentaires qui sont plus joyeux, mais il y a toujours quelqu'un qui passe un commentaire soit sur ta démarche, soit sur ton mode de vie, parce qu'il pense que tu es quelqu'un qui est bon sur le bien-être social, qui travaille pas, qui a pas d'amis, qui a pas de vie sociale, qui a pas de vie amoureuse, qui mène une vie qui a aucun sens, puis qui
qui est malheureux, qui est mal pris dans la vie, qui est malheureux, puis qui a pas de but, pas d'objectif, puis bon, donc ça, moi, j'entends souvent, là, mon Dieu, ça doit être dur d'être pris comme toi. Il y a des gens plus mal pris que d'autres, hein, pauvre fille, on doit s'habituer à une vie difficile. Une chance que t'as un chien parce que ta vie, ça doit pas être drôle. Ça, je l'entends souvent. Là. Si les gens passent des commentaires, c'est pas pour mal faire, mais on a quand même encore beaucoup de préjugés. Oui. Effectivement, il y a encore beaucoup de travail concernant la discrimination. Et c'est aussi évidemment la part de Québécois là, qui ont des préjugés, Moi, voilà, des gens qui pensent que je travaille pas, il y en a beaucoup. Des gens qui pensent que sur le bien-être social, il y en a beaucoup. Des gens, moi, il y a quelqu'un qui dernièrement, quelqu'un qui m'a arrêté. Là, il était 8h07 le matin à l'épicerie, puis m'a dit, mon Dieu, vous avez fait une grosse ACV, hein? Puis je lui ai dit, non, c'était pas une ACV, mon cher monsieur. Donc oui, moi, c'est arrivé, puis il a continué de me suivre, puis il m'a dit, on s'habitue à avoir une vie de merde, hein? Et j'ai dit, je sais pas, à vous de me dire. Et donc, à 8h à l'épicerie, ça frappe quand même. Moi, j'ai tendance à trouver ça drôle, mais évidemment, il y a des journées où tu te files pas, tu viens de mettre fin à une relation amoureuse, ou tu viens d'avoir une mauvaise nouvelle, te faire dire, mon Dieu, c'est pire que tu sois handicapé parce que pourtant t'es belle. Ça peut être difficile à recevoir parfois, là, de ce type de commentaires-là, même si c'est pas, les gens le font pas méchamment, mais parfois, à la longue, en tout cas, ça devient difficile. Moi, je sais que depuis que j'ai 30 ans, puis depuis que j'ai reçu la discrimination à l'hôtel dont je parlais tout à l'heure, là, j'ai beaucoup moins de tolérance à ce type de commentaires, puis à ce que les gens pensent et disent de moi, là, ça m'affecte beaucoup plus en vieillissant. Alors que plus jeune, j'avais une carapace un peu plus solide, là. C'est peut-être à la longue, là, à force d'en recevoir, là, parce qu'on en reçoit toutes les semaines, là, quand on a un handicap visible comme le mien, et moi, c'est toutes les semaines que j'ai ce type de commentaires-là. On dirait que ça use, hein, à la longue, les personnes. Exact. Puis pas besoin de ça dans la vie. Non, ben voilà, on a déjà une vie quand même qui peut être difficile pour nous. On peut se rendre à l'épicerie puis avoir toutes sortes de problèmes en chemin. On a parfois, bon, je le disais, parfois la police à gérer, parfois les études, le travail, tout ça. On a toutes sortes de situations à gérer. Les commentaires en plus, ça peut devenir lourd. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, là, des fois, on a des mauvaises journées où on n'a pas le goût de vous entendre. Là. Exact. Donc, ça peut devenir lourd pour les personnes en situation de handicap, pour les parents autour, pour les gens autour. Moi, j'ai des amis, des conjoints, tout ça, là, qui ont fait les remarques. C'est lourd. C'est lourd d'être à l'épicerie avec toi. C'est lourd de voyager avec toi parce qu'on se fait tout le temps arrêter. On a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps des gens qui viennent nous passer des commentaires. On se fait regarder sans arrêt, évidemment. Et ça devient lourd pour tout le monde, là, d'avoir ce regard-là sur nous. Là. C'est comme quand tu vas au restaurant avec une personne aveugle, puis là, la serveuse ou le serveur va te demander à toi, qui est bien voyant, qu'est-ce qu'il prend? Oui, c'est la même chose pour les personnes en situation de handicap. À moi, les gens s'adressent à la personne à côté de moi, toujours. Ils font ça quand même de façon très régulière. C'est rare que les gens s'adressent directement à moi. C'est quelque chose que je vois encore souvent. Les gens aussi me parlent comme s'ils avaient une déficience intellectuelle, donc me parlent lentement, utilisent des mots très simples, se mettent à ma hauteur, donc s'accroupissent pour me parler, alors que j'ai quand même 31 ans et un doctorat, là. Donc les gens nous infantilisent beaucoup. Donc, effectivement, ça aussi, ça peut être lourd. Hein, des fois, moi, pour un transport adapté, on m'a demandé où était ma mère parce qu'on voulait pas m'embarquer sans le consentement de ma maman qui était à 200 km. Hein. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent, là, qu'on se fait arrêter parce que nos parents sont pas là, y compris, là, alors qu'on a l'air, j'ai plus l'air d'avoir moins de 18 ans. Je me fais plus carter à SAQ, malheureusement. Mais les gens continuent de nous infantiliser beaucoup, là.
Oui, exact. Et est-ce que à la commission donc des droits de la personne, alors que tu as fait t'as été sur différents dossiers au cours de ta carrière, est-ce que tu penses qu'on a le devoir d'éduquer les gens? Est-ce que c'est un devoir que tu te donnes d'éduquer les gens et de défendre les droits des personnes en situation de handicap dans ta vie de tous les jours? Oui. C'est comme, faut que ça soit permanent. De la publicité, je me souviens, celui qui vient pour la dernière publicité qu'on a faite avec la personne en fauteuil qui laisse son fauteuil à la porte pour entrer à l'épicerie. Je me souviens de ça. Les traverses de rue, pour une personne aveugle, une traverse de rue, c'est pas le chien qui décide si la lumière est rouge. Oui, ça, c'est vrai que les gens pensent ça souvent. Je m'en fais souvent parler. Et je me dis non, le chien peut pas voir les couleurs. Là, malheureusement, on n'est pas rendu là. Mais qu'est-ce qui reste à faire pour la société? C'est quoi la responsabilité de la société par rapport aux gens en situation de handicap? Ben, c'est comme, je pense que c'est l'ignorance qui est un tue-monde, là. Et comment on règle ça? On pourrait commencer de bonne heure à l'école. Oui. À l'école, moi, j'ai des situations, on donne des cours sur les droits de la personne, puis j'ai vu un jeune qui s'est fait discriminer récemment dans sa classe, là. Puis, c'est important que c'est pas mal mieux que des cours de religion ou des cours de je sais pas quoi, là, mais que les droits, c'est fondamental, les droits de la personne. Mais les enfants sont... dans une société de droits, les enfants comprennent ça facilement. Oui, voilà, les enfants, moi, je me souviens, des fois, bon, je suis professeur, des fois, je fais de la suppléance avec les enfants, là, quand ils ont personne. Puis les gens me disent souvent, oui, mais les enfants vont paniquer, ils vont se désorganiser, ils comprendront pas. Et moi, j'ai jamais eu de problème avec les enfants. Tu leur expliques une fois, ils comprennent qu'ils n'ont pas le droit de toucher au chien, lui, il touche pas. J'ai toujours eu des problèmes avec les parents et avec les adultes. Alors que les enfants comprennent très bien et ils sont souvent ceux qui éduquent les parents maintenant, là. C'est ça. C'est comme donner un chien à un jeune qui a 13-14 ans. On pense qu'il n'est pas capable, puis c'est pas vrai. Un enfant apprend vite et est capable de répondre à ce qu'on lui demande. Là, souvent, c'est ça. On a beaucoup plus de problèmes. En tout cas, moi, de mon avis personnel, de ce que j'ai vécu, j'ai beaucoup plus de problèmes avec les adultes qu'avec les enfants, là. Peut-être parce que justement on commence à en parler plus et que les enfants sont plus au courant de ce type de choses-là, alors qu'à l'époque c'était moins parlé. C'est peut-être ça là, qui fait une différence là, que les enfants sont mis en contact avec des différences plus jeunes comparativement aux adultes, mais moi je vois vraiment que les nouvelles générations sont quand même bien au courant et sont quand même beaucoup plus ouvertes que ce qu'on voyait avec les enfants. Donc c'est tout pour cet épisode à Noël. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Ça a été, pour moi, ça a été fort agréable. Ça a été une belle conversation. Ouais. Toujours un plaisir de te voir, Noël. Et on va pas assez à la Fondation Mira, donc ça va pas assez souvent. Donc, merci à Mathieu Tessier à la mise en onde. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Pis toi ta journée. Bye bye.